Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Face à l'opinion. L'émission de ce soir sera essentiellement consacrée à ces débats qui polluent la scène politique en République démocratique du Congo. Débat relatif à l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée nationale. La question avait été évoquée par le président Tshisekedi dimanche devant la diaspora congolaise de Londres. C'était sans compter avec la réplique un peu piquante de la présidente de l'Assemblée nationale, réplique qui a poussé la coalition qui soutient Félix Tshisekedi à déployer son artillerie lourde dans les médias. Mais entre polémique et même confusion, ce soir, Face à l'opinion va tenter de rétablir l'esprit et même la lettre du constituant en ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, Face à l'opinion reçoit le professeur Auguste Kanonka Tchabou, que vous connaissez, qui va faire son entrée ici sur le plateau, sous les ovations du public ici présent. Prof, bienvenue chez nous, prof. Merci bien, Jean-Pierre. Bonne année. Merci. Mettez-vous. Bonne année, je vous réciproque vos voeux. Merci beaucoup, prof. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir. Comment allez-vous, professeur? Ça va. En tout cas, ici chez nous, nous sommes très contents de vous recevoir. On sait que vous faites souvent des apparitions chaque fois qu'il y a des questions de droit qui suscitent fantasmes et polémiques. Vous commencez par regarder la caméra, la vôtre, qui est juste en face de vous. La tradition n'a pas changé d'en face à l'opinion. Professeur Auguste Mampouya, faites votre profession de foi et dites au public si vous êtes prêt à convaincre. Je suis prêt à convaincre, mais on ne convainc pas qui ne veut pas être convaincu. Je suis venu pour cela. Merci bien. Professeur Mampouya, en face à l'opinion, on applaudit pour lui. On ne convainc pas celui qui ne veut pas être convaincu, professeur. On évoquait tout à l'heure au début de l'émission ce débat, cette polémique autour de l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée nationale. La question avait été évoquée bien avant, l'adresse du président Tshisekedi devant la communauté congolaise à Londres, c'était dimanche. D'abord, avant d'entrer dans le fond, je voudrais savoir, vous, en tant qu'observateur et scientifique, ce que tous ces débats vous inspirent. Le débat est normal. Mais ce que je ne ferai pas ici, c'est entrer dans la polémique qui court les rues aujourd'hui. Je ne suis pas un polémiqueur. Deuxièmement, n'attendez pas de moi que je me mette à opposer deux des trois plus hauts personnages de la République. Je veux dire le président de la République et la présidente de l'Assemblée nationale. Je me limiterai à expliquer la problématique que vous avez présentée tout à l'heure. Je pourrais peut-être m'égarer en faisant un commentaire de temps en temps, mais je n'entrerai pas dans la polémique. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu, le président a parlé, mais moi je crois aussi que peut-être, déjà avant qu'il ne parle, il doit avoir évoqué cette question dans des termes peut-être différents au Conseil des ministres, semble-t-il déjà. Il a évoqué également lors d'une rencontre, d'une audience accordée aux deux présidents du Parlement, Mabunda et M. Tambéomba. On ne sait pas très bien ce qu'ils lui ont dit à l'occasion de cette audience. S'il est revenu dessus, est-ce qu'il n'avait pas eu suffisamment d'explications de la part de ces deux personnalités, ou n'a-t-il pas été convaincu, ou la chose a-t-il continué, les risques ou ce qu'il dénonçait a continué, et il est revenu dessus. Moi, je m'arrêterai là. Je ne suis pas celui qui attise le feu. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Et je trouve que nous avons eu une chance inouïe à l'issue des élections dernières de décembre, de voir deux personnalités, deux hommes d'État, avec leur famille politique, accepter de se mettre ensemble, alors qu'aucune circonstance ne les obligeait à le faire. De se mettre ensemble et de nous donner, je ne parle pas seulement de ce qu'on appelle, peut-être en termes plus sensationnel des journalistes, la transmission pacifique et civilisée du pouvoir, mais surtout les modalités d'une gouvernance consensuelle entre les deux groupes les plus importants. Est-ce que ce n'est pas en train de battre de l'aile aujourd'hui? Non, tout simplement parce qu'il y a dans les deux groupes quelques-uns qui n'ont rien compris à ce qui s'est passé, et qui reste dans la vision traditionnelle de la politique, où l'on va pour se battre. C'est pour ça que les élections chez nous prennent l'allure
d'une guerre, d'un combat, la campagne électorale étant vraiment branle-bas, vraiment de combat, et les élections étant une compétition. Mais dans mon esprit, ça ne doit pas être une compétition, c'est une modalité démocratique de désignation des membres des institutions gouvernantes ou dirigeantes du pays. Ça ne devrait pas être considéré comme des joutes individuelles. C'est pour cela que quand les individus s'emparent de la chose politique, partent vers eux, contre d'autres individus, moi, ça me fait toujours ébouriffer les cheveux. Et c'est pour ça parce qu'il s'agit de quelque chose de très important, de fondamental pour l'organisation de l'État et de la République chez nous. Il ne doit pas s'agir des bagarres individuelles, comme si accéder au pouvoir était un droit individuel de chacun, un droit dans le sens de droit subjectif. Il obtient une chose qu'il doit défendre, etc. Mais au contraire, c'est pour ça que moi je suis très heureux de ce qui s'est passé depuis le 24 avril, janvier plutôt de cette année. C'était l'année 2019. L'année passée, et que c'est un exemple à consolider plutôt que de chercher à le affaiblir, comme le font certains allègrement quand ils interviennent. C'est chaque fois pour pousser l'un contre l'autre, etc. Mais qui gagne dans cette histoire? Alors vous, professeur, on vous connaît pacifiste, mais nous vous invitons ici en tant que scientifique, parce qu'il faut rappeler en passant que vous êtes un des co-rédacteurs de notre Constitution. On s'arrête à la dissolution, aux articles consacrés dans la Constitution à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a ce pouvoir constitutionnellement, mais l'on évoque des préalables, notamment la crise qui n'est pas définie, professeur, en écrivant ou en rédigeant la Constitution. Quel était l'esprit du constituant? Bon, certes, on n'a pas défini la notion de crise, mais on peut le savoir par l'expérience du régime politique qui est le nôtre, l'expérience ailleurs, ou même ici. Vous savez, en 1965, après les élections, le président Kasavubu désigne un premier ministre, un candidat. La majorité parlementaire le rejette. Il le fait 3 fois. La majorité parlementaire rejette les différents candidats qu'il avait présentés. Vous savez ce qui s'est passé? Un troisième larron vient, ramasse le pouvoir. Il y a eu le coup d'État. Parce que ça commençait à ressembler à un jeu. Là, il y avait crise, conflit entre le président et le Parlement à l'époque, la majorité parlementaire. La majorité parlementaire. Ce genre de truc-là. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement vient avec un projet de loi devant l'Assemblée. Quels que soient les efforts qu'il fasse, il y a toujours malentendu ou tout simplement l'obstruction de la part de la majorité parlementaire. Et on voit tout de suite que la majorité parlementaire ne soutient pas le gouvernement. Et s'il ne soutient pas le gouvernement, comment vont-ils fonctionner? Il y a un début de crise. Ça peut se traduire par une crise institutionnelle. En tout cas, il y a un conflit qui naît. On le voit. Dans notre contexte, il n'y a pas encore un conflit, où il y en a un sous-jacent, notamment ce qui se passe dans les ordonnances à la Gécamine. Non, mais qu'on revienne au texte de la Constitution, parce que vous l'avez évoqué. Oui. Hein? C'est l'article 148, qui commence par « en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. » Non pas entre le président et l'Assemblée nationale, mais entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président des deux chambres, dissoudre ou prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai entendu des gens dire dissolution du Parlement. Ce n'est pas le Parlement. Le Parlement ne peut pas être... Le Sénat n'est pas concerné. Le Sénat n'est pas concerné du tout. Et en ce moment-là, il peut dissoudre. Il y a des conditions
pour que cette prérogative soit exécutée, il y a des conditions de forme, la consultation qu'il fait du Premier ministre et des présidents des chambres. Mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord au niveau de la conception de la crise, professeur. Non, je voudrais procéder méthodiquement. Oui. Sur des conditions de forme. Il doit faire, ou de procédure. Il doit faire ceci, cela, consulter. C'est une obligation de consulter. Il ne peut parler et il ne peut décider qu'après consultation. Mais les avis des personnes ou des institutions qu'il consulte ne sont pas obligatoires. Aucun résultat d'une consultation n'est obligatoire, en quelque terme que ce soit. Notamment pour le destinataire, même pour toute personne que ce soit. C'est-à-dire que le refus de Janine Mabunda ou de... Non, mais, en ce qui concerne... Ça ne se fait pas dans le cadre de polémique. Ça se fait civilisé. Il y a des échanges entre le président et c'est formel. C'est formel. Nous ne savons pas ce qui se sera passé. Parce que, après tout, ça revient au président. La décision revient au président. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas discrétionnaire parce qu'il y a une condition de fond maintenant. Donc les avis des personnes consultées ne comptent pas dans la prise de décision. Ça, c'est la procédure. Oui. Et je peux dire, je n'utilise pas vos termes, mais pour vous satisfaire, peut-être que pour que les autres comprennent, ça ne compte pas. C'est-à-dire que le président n'est pas lié par les avis donnés. Mais il est obligé de consulter. Mais il y a une condition de fond par laquelle commence la phrase de l'article 148 en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le président de la République le sait parce qu'il l'a dit. Il n'y a pas encore de crise, etc. Mais si les conditions se réunissaient, il n'hésiterait pas. Et la personne pourrait... Il a dit si on continuait, par exemple, à faire obstacle à ces initiatives. Entre autres, est-ce que des initiatives présidentielles, dans ce cas? Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu des gens dire non, mais le président, c'est le gouvernement. Le président n'est pas le gouvernement. L'article consacré à la composition du gouvernement dit que le gouvernement est composé d'un premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres, etc. et des autres membres. Le président n'est pas membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est une autre institution, distincte de ce que lui est institution par ailleurs. Et dans le cas, par exemple, de la GECAMINE, où on a 6 mois après des ordonnances en souffrance, professeur, ne peut-on pas parler d'un début de crise? Non, entre qui et qui? Bon, il y a l'ordonnance du président, mais vous savez aussi qu'on a reproché à cette ordonnance, je crois que du côté du président, on l'a reconnu plus tard, de n'avoir pas été prise conformément à la Constitution. Tous les actes du président de la République doivent être contresignés par le Premier ministre. Cette ordonnance ne l'avait pas été. On sait comment ça s'est passé après, on a rattrapé le mouvement et tout. C'est peut-être ça. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas à l'Assemblée non plus. Maintenant, je ne dois pas me prononcer sur des cas, pas seulement litigieux, mais des cas qui créent le ressentiment, qui attisent le feu. On verra tout à l'heure que ce n'est pas seulement mon esprit, mais en même temps, ce n'est pas l'esprit du système qui a été mis en place par le président de la République et son prédécesseur. Et moi, je suis dans cet esprit-là parce que c'est la seule voie de salut pour notre pays. Est-ce que dans ce contexte, les choses ont été faites pour que le président Tshisekedi n'arrive pas à dissoudre le Parlement, sachant que ses alliés du Fonds commun détiennent la majorité au Parlement et dont le gouvernement est l'émanation? Non, ça n'a pas été fait pour lui, ni pour Kabila. C'est fait pour le président de la République. Effectivement, ce que je ne comprends pas dans notre pays, c'est que quand, par exemple, un ministre que les gens n'aiment pas, il faut qu'on le chasse et tout ça. On ne chasse pas un ministre comme ça. Il y a une procédure. Quand il y a une motion de censure, tout le monde s'attend à ce que le ministre soit censuré. Bon, ça peut paraître logique. On est dans un régime où ce sont des gouvernements majoritaires, des gouvernements soutenus par une majorité parlementaire. Dans le monde entier,
tant que cette majorité est derrière le gouvernement, la motion ne passera pas. On n'a jamais reproché à ces gens-là d'être des vendus, ou etc. Chez nous, on minimise trop les choses. Mais c'est une condition, elle est là. Si la majorité parlementaire n'a pas, je ne dis pas censuré un ministre, bon, il reste, il est là. Il y a par exemple... Ici, et donc là, il ne faut pas reprocher à une majorité de soutenir son gouvernement. Elle est là pour ça. Alors on va dire, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur des ministres, et c'est vieux, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais telle est la condition. L'esprit et la logique du système, c'est que la majorité parlementaire soutient son gouvernement. Mais le jour où cette majorité lâche vraiment le gouvernement pour une raison ou pour une autre, il tombe. Alors, même si c'est la même majorité, il va tomber. On va arriver à l'hypothèse des poursuites, mais question d'un téléspectateur qui se demande si, parce qu'on en a déjà parlé, en cas d'arrestation, si les personnes consultées ne sont pas d'accord, vous avez dit que leur avis ne compte pas. Dans ce cas, le président... C'est pas les termes pas liés. Ça c'est plus juridique. Alors, Madame Abunda, quand il évoque l'hypothèse des poursuites judiciaires pour haute trahison en cas de non-respect de la procédure telle qu'est définie au niveau de l'article 166. Ça ne se passe pas en public comme ça. Et ne me enfermez pas dans la logique journalistique. Nous, on n'est pas juristes, professeur. Non, mais justement. Vous m'avez dit que vous me consultez en tant que quelqu'un qui peut donner un éclairage. Oui. Donc, suivez ma démarche. OK? Le journaliste est très souvent à la recherche du sensationnel, etc. Je ne suis pas dedans. Mais vraiment pas du temps, parce que c'est ça, le sensationnel qui provoque des choses de part et d'autre, etc. Vraiment, il faut calmer le jeu, et je crois que les plus hauts responsables de notre pays ont compris qu'il faut calmer le jeu. Parce que ils ont compris où ils attisent encore le feu. Le dérapage ne servira à personne. Je vais être brutal. Oui. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a au FCC qui croient que aujourd'hui, si ce que dit qui n'a pas donné les résultats escomptés, etc., ça peut être favorable pour les gens du FCC. Moi, je suis membre du FCC, je dis, on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, le gagnant, ce sera qui? Ce sera la MOCA. Parce que, enfin, il est évident que si la politique d'aujourd'hui échoue, c'est la politique commune du FCC et du cash. Si elle échoue, il n'y en a pas un qui sera sauvé. Et le bénéficiaire du clash qui pourrait avoir lieu entre les deux membres de cette union, ce n'est pas l'un d'entre eux, c'est l'autre. Le troisième larron. Ces décors plantés, professeur, est-ce qu'on tend vers soit la dissolution de l'Assemblée nationale ou la destitution du président? On ne destitue pas le président de la République. On le met en accusation. On peut mettre le président de la République en accusation dans la condition prévue par la loi, par la Constitution. J'ai entendu parler effectivement de destitution, mais il n'en est pas ainsi. Donc j'ai indiqué qu'il y a des conditions de procédure qui ne lient pas le président. Mais il y a une condition de fond. Celle-là, elle le lie. Il ne peut pas dissoudre s'il n'y a pas une crise persistante entre ces deux institutions. Une crise, on peut la créer, professeur? Même oui, artificielle. j'ai entendu quelqu'un dire que le président pourrait, dans son intérêt, créer une crise. Mais vous prêtez à la plus haute autorité de l'État de l'irresponsabilité. Donc le président de la République, le chef de l'État, serait à l'origine d'une crise, chercherait exprès une crise pour un petit intérêt politique. S'il trouve que c'est coalisé, il ne joue pas franc jeu. Je trouve que c'est tellement grave qu'on en soit aujourd'hui dans notre pays à prêter au président de la République la volonté de provoquer une crise au sommet de l'État. Je ne dis pas seulement que c'est irrévérencieux, mais c'est inouï. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là.
ce n'est même pas un débat, c'est la volonté de nuire que d'envisager les choses sous cet angle-là. Je vous ai dit que moi, je reviendrai à l'esprit de ce que je suis heureux d'avoir vécu depuis le 24 janvier de l'an dernier. Des difficultés entre partenaires, elles ne manquent pas, elles ne peuvent pas manquer. Donc, elles existent. Mais l'esprit de ce qui a été mis en place, c'est que ces difficultés, on les surmonte. J'ai entendu le président, lors de ses vœux, dire que nous ne voulons pas être un pays où ceux qui ont gagné ont tout gagné et que ceux qui ont perdu ont tout perdu. Mais c'est quelque chose d'important. On a entendu ça. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Ils ont vu la forme des vœux, mais la réalité, c'est ça. Mais est-ce que ça transparaît effectivement dans la réalité? Que? Est-ce qu'il a dit que ceux qui ont gagné ont tout gagné, que ceux qui ont perdu ont tout perdu? Non, il ne dit pas ça. Il dit, nous ne voulons pas être. Hein? Nous ne voulons pas être un État où ceux qui ont gagné ont tout gagné, que ceux qui ont perdu ont tout perdu. Donc, c'est ça qui est à la base du régime qui est mis en place aujourd'hui. Lorsque ils se mettent ensemble, il n'y avait aucun besoin de se mettre ensemble. Parce qu'il y avait un groupe qui avait gagné les élections législatives, qui avait la majorité, et qui donc, au terme de la Constitution, l'article 78, pouvait former le gouvernement. Mais il se trouve, et ça le président l'a compris, et je l'avais dit dès le début, le président l'a compris, il se trouve que dans cet esprit-là, issu des résultats des élections, le FCC aurait pu constituer son gouvernement tout seul. Le président étant le président de la République, tel qu'il est. Et ils auraient continué de gouverner ce pays. Ce n'est pas une situation inédite. Elle est inédite chez nous, mais elle a été vécue 2 fois en France. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Et en ce moment-là, le président de la République, je ne dis pas irrévérencieusement qu'il tourne les pouces, mais il n'a pas d'initiative propre, personnelle, individualisée par rapport à l'action gouvernementale. Et en ce moment-là, il fait le minimum, le service minimum, c'est-à-dire signer les ordonnances qui, elles, sont l'œuvre du gouvernement, du FCC ou de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il est temps d'envisager cette hypothèse face à la cohabitation difficile entre les deux cas chez FCC? Mais on a dépassé cela. C'est ça qu'on a évité, justement. Mais on trouve que la cohabitation n'est pas pacifique. Les difficultés, personne n'a jamais dit que ça irait comme un doigt dans du beurre. Hein? Il peut y avoir des problèmes, mais il faut toujours être dominé ou guidé par cet esprit pour sauver ce qu'il faut sauver. Et ce qu'il faut sauver, c'est l'essentiel, vous savez. Donc, moi, je suis là-dedans. Les gens qui n'ont pas compris ce système ou qui veulent la perte de ce pays veulent que cet ensemble se disloque. Est-ce que la Constitution, professeur Mampouya, prévoit des mécanismes, par exemple, pour contester une ordonnance dissolvant le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, par le président? Bon, je vous ai dit que... Oui, pourquoi pas. Si cette ordonnance est manifestement anticonstitutionnelle, moi je reste encore dans les termes du président, je n'ai pas suivi tout le discours. Si ces conditions sont réunies, je n'hésiterai pas. Bon. Jusque-là, il est dans la Constitution. Il y a une autre condition qu'on n'a pas évoquée parce qu'elle n'est pas dans l'article 148. Elle est dans la disposition qui parle des ordonnances, du régime ou du statut des ordonnances du président de la République. Le président statue par ordonnance, je crois que c'est l'article 79. Tous les actes du président, toutes les ordonnances doivent être contresignés par le Premier ministre, sauf 4.
l'ordonnance par laquelle il nomme le Premier ministre, c'est un pouvoir discrétionnaire, je veux dire, l'ordonnance, il n'est soumis à aucune autre condition que quand la majorité parlementaire a présenté le candidat qu'il faut. Deuxièmement, lorsque le président de la République investit les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui sont élus. Troisièmement, c'est l'article 80, ça. L'article 84, lorsque le président de la République nomme au grade des décorations, etc. Okay? Les ordres nationaux et décorations. Et quatrième disposition, l'article 143, lorsque il y a déclaration de la guerre. Donc, ça signifie que toutes les dispositions, toutes les ordonnances qui ne sont pas énumérées parmi ces quatre doivent être soumises au contre-sein du Premier ministre. Notamment l'ordonnance relative à la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, devra être soumise au contre-sein du Premier ministre. Si celui-ci n'est pas d'accord. À la différence de ce qui se passe en France. Parce que j'ai encore entendu des comparaisons. Vous savez, et ça revient France, de temps en temps, oui, le cas français. Non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, en France, il y a aussi le président de la République qui peut, après consultation, exactement la même phrase, mais qui n'est pas précédée par la condition de fond. En France, les conditions sont uniquement des conditions de procédure, par conséquent, qui laissent le président libre d'agir comme il entend. Mais en même temps, l'article 19 de la Constitution française, la dissolution est à l'article 12, l'article 19 est relative à la même préoccupation que j'indiquais tout à l'heure, pour dire que les actes du président de la République sont soumis au contre-sein du Premier ministre, et en France on ajoute, et le cas échéant, des ministres responsables. On énumère les dispositions, il y a l'article 12. Mais il n'y a pas l'article 12 dans ces dispositions. Il y a l'article 8, qui est sur la nomination du Premier ministre, encore une fois, l'article 11, qui est le pouvoir du président de recourir au référendum, l'article 12, celui de la dissolution. Mais maintenant, le Front commun qui a réagi par la bouche de la présidente de l'Assemblée nationale, qui a menacé, enfin, qui a rappelé les dispositions relatives. Est-ce qu'on a bien compris que chez nous, il y a non seulement cette condition de crise persistante, mais en même temps, le contre-sein du Premier ministre? Alors, quand Mme Abunda menace, n'exclut pas l'hypothèse de recourir, par exemple, à des poursuites judiciaires, dans quelles conditions le président, Prof. Mambouya, c'est important que les gens le sachent, peut être je voudrais atténuer un peu les choses. La présidente de l'Assemblée nationale, moi ce que je vois en juriste, c'est qu'elle a rappelé que prendre une ordonnance qui violerait intentionnellement la Constitution tombe sous le coup de la définition par la Constitution elle-même de la trahison. L'infraction de haute trahison. Mais nous, on voudrait comprendre. Je veux dire, oui, elle n'est pas définie dans la Constitution, mais bon, on parle tout de suite. Elle est telle qu'elle. La violation intentionnelle de la Constitution est telle qu'elle visée comme pouvant faire engager la responsabilité pénale du président de la République. Et dans ce cas, l'Assemblée nationale aura déjà été dissoute. Parce qu'il faudrait au moins 2/3 du Parlement réunis en congrès pour... Vous savez, je n'ai pas beaucoup envisagé que le président aurait pris une ordonnance manifestement illégale. Ça peut arriver. Mais attendez, moi je refuse de croire que le président de la République prenne une ordonnance manifestement illégale, inconstitutionnelle. Et qui aurait été contresignée par le Premier ministre, vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de cela? Que donc le Premier ministre, soutenu à bras-le-corps par la majorité parlementaire, voudrait que cette majorité disparaisse. Par conséquent, lui-même aussi et tout le gouvernement. À la suite, ça c'est clair. Je crois qu'on a voulu mettre dans cette disposition des conditions qui rendent difficile certaines prérogatives qui peuvent conduire à C'est-à-dire qu'on y arrivera une véritable crise.
Personnellement, je ne vois pas. Je vous ai dit, il faut vraiment une catastrophe qui fasse que la majorité parlementaire, c'est pas seulement celle-ci. J'ai commencé par dire, dans le monde entier, une catastrophe qui fasse que la majorité parlementaire lâche son gouvernement. Et qu'en retour, le gouvernement dise, bon, il faut que cette majorité parlementaire s'en aille. Il faudrait vraiment un cataclysme. C'est une situation extrême. Hein, oui, il y a des dispositions comme ça. Mais il se peut effectivement qu'il y ait une crise entre le gouvernement. Mais quand on écrit une constitution, on ne l'écrit pas toujours pour une situation idéale ou pour une situation conflictuelle nécessairement. C'est des choses qui peuvent arriver. S'il y a une crise, effectivement, on arriverait à cela. Alors qu'on ne dise pas, mais pourquoi en Angleterre, en France? Oui, mais ça un autre esprit. En France ou en Angleterre, le président de la République dissout. Souvent, c'est le Premier ministre qui demande. En Angleterre, c'est le Premier ministre qui dit à la reine n'a même pas le droit de refuser. Il faut dissoudre la Chambre des communes. En France, le président le fait, mais souvent c'est le gouvernement, parce qu'ils sont ensemble. Nous sommes dans une situation qui est la même qu'en France quand on parle de régime semi-présidentiel. Mais j'aurais voulu aussi qu'on l'appelle semi-parlementaire. On ne le fait jamais, pourtant, s'il est semi-ceci, il doit être semi-autre chose. Oui. Mais selon les conditions des élections, ce régime semi-parlementaire, semi-présidentiel peut être de prédominance présidentielle lorsque les deux sont de la même majorité, et il peut être de prédominance parlementaire lorsque la majorité est ailleurs. Lorsque la majorité parlementaire est ailleurs. En cas de et en ce moment-là, oui, il y a cohabitation, et je vous ai dit tout à l'heure, le président n'en mourra pas, le président Mitterrand l'a connu, le président Chirac l'a connu, il va jouer vraiment un rôle diminué. On va prendre quelques questions. Moi, je suis très content parce que le président à Windhoek, le président dit, bon, c'est une question interne, bon, il en avait parlé là-bas, je crois que c'est parce qu'on lui avait posé la question, qu'à son retour, on allait mettre en place un gouvernement commun, un programme commun. Un programme commun sur la base duquel on va former le gouvernement, etc., etc. Il y a un programme commun. Je ne sais pas dans quelles conditions il a été fait comme programme commun, s'il y a eu des débats au niveau des forces politiques ou seulement au niveau du gouvernement. Mais en tout cas, c'est un programme commun et le président le reconnaît comme tel. À partir de ce moment-là, tout se fait dans le cadre de ce programme. Le budget traduit ce programme. La mise en œuvre du budget, c'est-à-dire l'exécution, doit également être conforme à ce programme, c'est tout. Et quand il dit qu'on lui met des bâtons dans les roues, jusque-là on ne comprend même pas, mais permettez qu'on vous pose quelques questions. Par contre, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux bien. Par contre, en France, on ne parle pas de programme commun entre le gouvernement et la majorité parlementaire et le président. Lorsque c'est à prédominance présidentielle que le président est de la même majorité, il est clair que c'est lui le patron. C'est lui le patron. Voilà. Parce que c'est lui qui imprime. Ce sont en réalité ces promesses électorales qui sont traduites par la majorité parlementaire en forme de loi, etc., etc. Alors que, et je l'avais dit au début, alors que dans le cas de figure que nous avons connu après nos élections, en réalité, le président Tshisekedi l'a compris, moi j'étais heureux de ce moment-là. Un programme commun seulement peut sauver les promesses électorales du président. Pas toutes, parce que comme c'est un programme commun, chacun cédera. Permettez, prof, on n'a plus beaucoup de temps, on va vous poser quelques questions. Messieurs, essayez d'être le plus bref possible. On prend 2 premières questions, ensuite on va évoluer. D'abord ici, ensuite vous, on ira aussi derrière. On prend 2 questions d'abord. Soyez bref. Bonsoir, professeur. Moi, c'est Gaston Bouy. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui arrive si le président révoque les premiers ministres et que le Parlement s'y oppose?
D'abord, le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. Moi, je parle de la Constitution. Hein. Tout le reste, ça ne me regarde. Dans la Constitution, le président ne peut pas révoquer le Premier ministre, pas plus qu'il ne peut révoquer un ministre. J'allais dire un simple ministre, bon, sans péjoration. Tout simplement parce que la Constitution dit qu'il nomme les ministres sur la proposition du Premier ministre et met fin à leur fonction également sur la proposition du Premier ministre. Et il ne peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre que sur présentation de sa démission par le Premier ministre. Mais politiquement, on sait comment ça peut se passer. Si un ministre est vraiment nul, ne donne pas satisfaction, ou s'il est à l'origine d'une sorte de crise au sein des institutions, le Premier ministre va s'entendre avec le président de la République va s'entendre avec le Premier ministre, éventuellement au niveau de leurs forces politiques, pour que le Premier ministre demande la démission de cette personne. Monsieur, merci Jean-Pierre pour la parole. J'ai une petite question à poser au professeur Mampouya concernant l'article 148 de la Constitution qui dit qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, je me limite là. Comment peut-on concevoir une crise entre un gouvernement qui est l'émanation d'une Assemblée nationale dont il tire la confiance, sachant très bien que l'Assemblée nationale dispose déjà d'une arme contre le gouvernement quand il y a un ça ne va pas entre l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale n'a plus confiance en son gouvernement, il peut facilement recourir à d'autres moyens que lui donne la Constitution, notamment par voie de motion, il peut faire tomber le gouvernement. Oui. Alors, comment une crise peut être persistante entre les deux institutions alors qu'il y a déjà une armée? On a compris. On a compris, professeur, vous avez la parole. Quelle était l'idée ou l'esprit? Je vous ai dit qu'en principe, dans un gouvernement majoritaire, ça ne devrait pas arriver. Mais il est possible que dans l'évolution du fonctionnement du régime, que les relations se détériorent. De quoi que, oui, c'est pas une question d'individu, c'est une question de politique. Je supposais que le gouvernement prépare des projets de loi qui sont systématiquement rejetés, etc. Il peut y avoir un début de crise entre les deux. Le gouvernement peut dire qu'il est empêché d'exécuter le programme tel qu'il l'a compris, lui. Après tout, il est investi aussi sur la base de son programme dont il a fait la déclaration générale au début, lors de sa nomination. Donc ça peut arriver. Que, par exemple, vous savez, l'Assemblée nationale n'intervient pas dans l'élaboration, la confection du budget. Mais elle peut estimer que le gouvernement, sur cette... elle peut retoquer le gouvernement plusieurs fois sur un budget qui... Bon, là, en ce moment-là, on voit qu'il peut y avoir blocage de l'action du gouvernement. Le président de la République, c'est là en ce moment-là qu'il peut dire cette crise-là, ça fait maintenant 3 mois que le gouvernement est retoqué chaque fois et tout ça, je peux le faire. Mais en même temps, il faut que lorsque l'Assemblée est dissoute, il y ait des élections. Anticipées en derrière 60 jours. Oui. La CENI est obligée en ce moment-là, dans ce délai constitutionnel, d'organiser, de convoquer le corps électoral. Monsieur le CECI, on a dit quoi? Organiser les élections anticipées en ce moment. Ah, mais c'est l'une des conditions de fait. Des questions derrière, vous d'abord, ensuite vous poserez aussi. On va en profiter quand même. Je crois que ce n'est pas tous les jours qu'on a le professeur sur le plateau. Justement, bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, dernièrement, je vous avais suivi votre exposé sur les modalités d'alternance au pouvoir. Vous avez évoqué la gouvernance consensuelle. D'ailleurs, vous venez de l'évoquer aussi au début de cette émission. Comment définissez-vous cette gouvernance? Et quelles sont les attitudes que les uns et les autres peuvent adopter en étant ensemble?
Merci, professeur, encore aussi d'être bref parce que on a tellement de questions, mais... Ça, c'est une question fondamentale de choix de régime politique et de système politique. Je parlais de consensus tout à l'heure parce qu'effectivement, nous n'étions pas dans la situation où l'on fait une coalition. La coalition n'est faite que parce qu'il n'y a pas de majorité dégagée des élections et que les forces politiques s'organisent, s'entendent pour constituer ensemble une majorité. C'est le rôle de l'informateur dont vous alliez parler tout à l'heure. Mais lorsque cette majorité existe par les élections, les résultats des élections, il n'y a aucune raison de faire une coalition. Ce n'est pas non plus un gouvernement d'union nationale, parce que le gouvernement d'union nationale, c'est le gouvernement qu'on établit en cas de crise dans le pays. Aucune force ne peut gouverner véritablement toute seule, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des conflits, etc. On crée un gouvernement d'union nationale, de salut public, etc., etc. Mais là, c'est un gouvernement où les acteurs politiques, la classe politique, ne voudraient pas qu'une frange importante, non pas de la classe politique, mais de la population des électeurs, soit exclue de la chose publique. Je reprends là la phrase exacte du président au cours de son discours ou de ses vœux. Et c'est là, c'est ce régime qui n'exclut pas, qui ne signifie pas que quand on a gagné, on gagne tout au détriment de ceux qui ont perdu. Vous savez, parfois, les victoires électorales peuvent être d'un cheveu, hein? Quelques voix, 1%, 2% au-dessus. Est-ce que ça vaut? On me dira si la démocratie, on ne va pas discuter de ça parce que je sais, moi je n'y crois pas. Une démocratie qui ne représente que 1% de plus que ceux qui ne sont pas... Ce n'est pas une démocratie. Le gouvernement du peuple, ce n'est pas le gouvernement de 45% ou de 51%. Merci. Ça doit être un gouvernement soutenu par une majorité la plus large possible. À partir de ce moment-là, les forces politiques s'entendent pour que toutes les forces qui ont été suffisamment significatives par leurs résultats électoraux se mettent ensemble. Ils ne se battent pas. Celui qui a gagné ne prend pas tout, on dit en anglais winner takes all. Et celui qui a perdu ne perd pas tout non plus. Et il représente deux questions au même moment, on a fini. Une Merci, portion de la population congolaise. Allez-y. Monsieur, soyez bref, s'il vous plaît. Professeur Mapouya, j'avais énormément de questions que je résumais à une seule. Est-ce que le cours des droits vaut son existence aujourd'hui? Pourquoi je l'ai dit justement? Parce que je constate que beaucoup de juristes, beaucoup d'hommes des droits interprètent les textes des droits selon leur obédience politique, selon leur couleur politique, selon les injonctions qu'ils reçoivent au sein de leur famille politique. Est-ce que ces cours vaut sa pondération normale aujourd'hui, ou soit on a compris, merci. Soit simplement classé en Afrique? Prof, vous allez répondre, on va cumuler avec une autre, vous de derrière, mais bon, messieurs, vous d'abord. Oui, je reste qu'à son nom. Juste, prof, vous ne voyez pas que toute la malédiction que vivent les peuples congolais aujourd'hui, c'est lié à ce que les présidents légitimement élus par les peuples vous ne voyez pas que ça c'est donner la raison au président légitimement élu qui revient à dire, qui fait appel à la vérité des urnes. Parce qu'on voit comme s'il y a une main noire par rapport à ça. On a compris. On va terminer avec vous. Comme ça, on va répondre à la fois et ce sera votre conclusion, Bonsoir, professeur. Bonsoir. Puisque nous parlons de la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que dans la conjoncture actuelle, est-il possible que le président de la République puisse procéder à la dissolution de l'Assemblée? C'est ça ma question. Alors on commence par le cours de droit. Il y avait une autre question là. On prend les quatre, vous allez vous résumer. Oui. Merci beaucoup. Bon, en fait, ma question va du même angle que sa question, mais je voulais simplement, en suivant les explications du professeur, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de conditions pour que l'article soit activé. Est-ce que, monsieur le professeur, le président de la République peut actuellement un jour activer l'article 148?
On termine avec vous. Merci pour la parole. Monsieur le professeur, j'aimerais savoir que les juges de la prestation de la crise. Comment? Le juge de la prestation de la crise. Tu peux apprécier qu'on a une crise ou pas. Mais d'abord, il faut qu'elle existe. Oui. Entre le gouvernement et l'Assemblée, là, elle n'existe pas. Et dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut dissoudre attendez, maintenant non, attendez. Il n'y a pas de crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est la condition de fond, c'est celle-là. Parce que vous savez, le droit de dissolution a été imaginé au début, non pas pour des conditions politiciennes, elle a été conçue au début comme un moyen de pression du gouvernement sur l'Assemblée. De la même manière que l'Assemblée a un moyen de pression en censurant le gouvernement. C'est ce qu'on appelle les moyens de pression réciproques. À ce moment, les conditions ne sont pas réunies. Ça définit le régime parlementaire. L'un a un moyen, ils sont en collaboration, mais chacun a un moyen de pression sur l'autre. Voilà. Et donc, ça répond, je crois, vous avez compris. À toutes les questions, pratiquement, qu'il n'y a pas, les conditions ne sont pas réunies, mais maintenant, les juristes qui interprètent le droit selon leur couleur politique, ça va justement être votre mot de la fin, professeur. C'est un jugement qu'il fait. Je ne sais pas s'il a des éléments qui intéressent cela. Je sais que c'est tentant. Les gens peuvent être tentés. Moi-même, je me révolte quand je vois les gens tordre le cou au droit pour une finalité simplement politique. En ce moment, ce qu'il y a de vrai, c'est que voilà les conditions de l'article 148 que j'ai indiqué. Et vous parlez d'interprétation. On interprète une disposition législative ou constitutionnelle que si elle est peu claire, que si elle n'est pas claire du tout. Là où on vous dit, il y a une condition de fond, il y a des conditions de forme. On va interpréter quoi? Peut-être la notion de crise. Mais je dis, nous sommes dans une situation où il n'y a même pas de crise. Il n'y a pas de crise. Pour en évaluer le niveau, on a fini, professeur, le temps nous est parti. Je ne vois pas. Je vous accorde 30 secondes si vous voulez, vous regardez la caméra, vous adressez au public. Et le président l'a dit, quand les conditions sont réunies, il le fera. Vous pouvez me faire confiance, je le ferai. Adressez-vous au public qui vous a regardé ce soir, professeur Auguste Mampoya Kanou Kachap. Je voudrais tout simplement que les gens... Et la voix profonde de notre peuple, c'est que les choses marchent pour qu'on puisse enfin s'occuper de ces problèmes. Là, on est dans le jeu politicien pur et simple. Et notre peuple, rappelez-vous, chaque fois qu'il n'y a pas d'entente, on entend un peu partout, mais Bayo Kanaté, etc. C'est ça l'aspiration de notre peuple. Bayo Kana. Et chaque fois qu'il y a eu, par exemple, le gouvernement a traîné et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? On avait entendu l'impatience de ce peuple pour cela. Et je vous dis, le président de la République, dans son discours d'investiture, il a pratiqué la main tendue, comme tous les présidents, et un peu même partout en Afrique, la main tendue à ceux qui avaient perdu. Mais quand on est dans un régime d'élection, dans la conception traditionnelle, celui qui a gagné, il gagne, il exerce le pouvoir. Mais si tous les gagnants cherchent à tendre la main, c'est parce qu'ils sentent que ce n'est pas ça. Et dans nos coutumes, ça ne marchera pas. On a d'ailleurs l'habitude d'entendre tous les politiciens congolais, l'exclusion ne paye pas. Ils disent toujours ça. Mais ça signifie ce que je veux dire là. Les gens aspirent à l'unité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sépare les dirigeants congolais? Ce qui les sépare, c'est qu'il y en a qui sont au pouvoir et il y en a qui ne sont pas. Sur le plan idéologique, il n'y a rien. Merci bien. Je vous donne l'exemple du PPRD et de l'UDPS, qui sont les plus grands protagonistes de la scène politique congolaise. Est-ce que vous savez qu'ils ont la même idéologie? En tout cas, ils sont tous sociodémocrates. Tous sociodémocrates, tous appartenant à des organismes internationaux sociodémocrates. On a fini donc, pour ce soir, professeur. De division. Ouais. Nous devons mettre ensemble toutes nos forces représentatives qui représentent des Congolais, ce ne sont pas des étrangers qui les représentent, de se mettre ensemble pour s'occuper de ce qui est primordial. La seule idéologie dans notre pays aujourd'hui, c'est le développement et la lutte contre la pauvreté. Et là,
il n'y a pas d'opposition. Merci bien, on devrait applaudir le professeur pour sa conclusion. Professeur Auguste Mampouya, revenez vers nous. Nous, on suit de près cette question. À tout moment que vous verrez que vous avez à dire, nos portes vous seront grandement ouvertes. Je vous remercie bien, je sais, mais je n'interviens pas tout le temps non plus. On sait que c'est pas tout le temps que vous passez à la télé. Non. Ça n'est fini pour ce soir, messieurs. Merci à vous d'être venus poser des questions à notre invité. Merci à vous, cher public, vous, chers téléspectateurs, qui avez regardé ce programme ici ou ailleurs. L'émission, après sa première diffusion, sera en ligne sur nos plateformes digitales que vous connaissez. Je vous retrouve la semaine prochaine sur notre thématique avec un tout autre invité. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.